Alors oui, mais je vais commencer par une petite anecdote que j'ai vécue dans les années 60, et je devais avoir une quinzaine d'années, et j'étais en vacances avec mes parents en Angleterre, dans une petite ville du Nord, et sur la porte de ce pub, il y avait un écriteau où était inscrit « Interdit aux femmes et aux chiens ». Voilà. Je me souviens que quand on a découvert ça, mes parents évidemment étaient furieux, on est entrés et on nous a achetés, puisqu'il y avait 2 femmes. Maintenant, je vais faire un petit bond dans le temps et je passe à une autre anecdote. Là, on est en 1975, à Paris. Et à cette époque-là, j'allais assez souvent à la galerie Stadler, qui était une galerie intéressante et qui présentait, entre autres, Gina Pan, Michel Journiac et d'autres artistes innovants, expérimentaux, intéressants. Et j'ai assisté donc à un certain nombre de performances que l'un et l'autre faisaient dans ces années-là. Et M. Stadler me connaissait un petit peu. J'avais fait déjà un certain nombre de choses à cette époque. Et un jour, je passe le voir exprès à sa galerie et je lui demande s'il veut bien venir me voir à mon atelier, que j'aimerais lui montrer des choses. Et il me répond « Ah, Dorothée, j'ai déjà 2 femmes à la galerie, c'est bien suffisant. » Et je suis restée sans voix. Je ne sais plus ce que j'ai répondu. Je suis sortie et je me revois encore remontant la rue de Seine, éberluée, choquée, parce qu'on ne m'avait jamais dit cette phrase, bien que, je me répète, j'avais déjà, depuis plus de 5-6 ans, enfin, fait un certain nombre de choses, et donc rencontré un certain nombre d'intervenants, enfin d'interlocuteurs dans le milieu de l'art. Ça, j'y reviendrai après. Et là, je me suis rendu compte que c'était clair, parce qu'au moins, ça avait été dit. Et qu'est-ce qui était clair, c'est que, en tant que femme, ça dérangeait. Je n'avais pas ma place. Et c'est marrant, parce que l'anecdote que je viens de raconter, enfin, ce n'est pas marrant du tout, mais ce qui m'avait choqué aussi quelques jours après, c'est de ne pas avoir réagi. Je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. J'ai pris ça en pleine tête et en plein cœur. Et le fait de ne pas avoir réagi m'avait beaucoup interrogée aussi. Et un peu plus tard, j'ai pensé que j'aurais dû placarder sur toute la vitrine de Stadler ce que j'avais vu en Angleterre 10 ans avant, ou presque 10 ans avant, interdit aux femmes et aux chiens, avec un autocollant bien collant, et que ça ne puisse pas se décoller facilement de sa vitrine. Voilà. J'aurais bien aimé pouvoir le faire, et je ne l'ai pas fait. Donc je le dis aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut ajouter, et toute la contradiction est là, tout le paradoxe est là, c'est que ce genre de réflexion vous plonge dans ce que j'appellerais une forme d'aliénation. Alors le mot est un peu fort, mais au moins comme ça, il est clair. Et effectivement, quand on prend conscience que le fait d'être une femme pose un tel problème, il faut savoir s'adapter à cette situation. Et comment faire? Et pour revenir à Stadler, c'était une excellente galerie qui a montré des tas d'artistes intéressants, de tas de pièces en passant, justement, en revenant à Gina Pan, qui a été très bien défendue par lui. Et donc, je ne peux pas... Je reconnais que c'était un lieu relativement innovant et intéressant. Et tout le paradoxe du milieu de l'art, c'est-à-dire celui où dans lequel j'ai voulu travailler, parce que je n'en avais pas d'autre, c'était le seul champ possible, me confrontait en permanence à ce paradoxe. Donc là, je vous raconte une histoire qui s'est passée en 1975. Moi, j'étais née en 1946, donc à l'époque, j'avais dans les 28 ans. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin, c'est ça
2 juin 2019, et je vous raconte ça. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venue. Ce n'est pas du tout un compte que j'ai à régler avec Stadler, parce que je n'aime pas tellement parler de moi, en fait, mais c'est simplement parce que la situation a légèrement changé, mais pas tellement. Et c'est ça, à la fois le paradoxe et le problème, quoi. Et on en est là. C'est tout. Bien. J'ai bien entendu la question. Je l'ai relue plusieurs fois lorsque je l'avais lue la première fois par courrier, par mail. Je dois dire que j'ai dû effectivement la relire plusieurs fois, et ce qui m'a intéressée, c'est que le vocabulaire d'aujourd'hui est différent du vocabulaire que je connaissais à une certaine époque. Donc, comme le signale un article dont nous reparlerons tout à l'heure sur les femmes âgées dans l'art contemporain, ce que je suis devenue, je reconnais qu'en 1975, on n'aurait pas utilisé ces termes-là, sauf si peut-être j'avais été sociologue, mais je ne le suis pas. Donc j'ai fini par comprendre la question. Et alors oui, évidemment, j'ai un certain nombre de choses à dire. Ce que je voudrais juste dire un peu, parce qu'il se trouve que j'ai grandi dans une famille où les femmes n'étaient pas du tout en mauvaise position. Mes parents avaient l'esprit ouvert, et je tiens aussi à souligner quelque chose parce que c'est un peu particulier. Ma mère était née en 1904 et mon père, ma mère s'appelle Françoise Bost, et mon père Guy Sels est né en 1901. C'est-à-dire que mes parents étaient d'une autre génération par rapport à la génération des parents de mon enfance. Et eux-mêmes, ils avaient eu un parcours intéressant. Ils avaient réfléchi un peu à toutes ces questions-là déjà. Ils étaient d'une certaine manière engagés. Et je voudrais vous montrer ce livre. Et je fais exprès de vous le montrer parce que c'est le livre le même que ma mère m'a remis entre les mains vers l'âge de 14 ou 15 ans. Et elle a voulu que je sache qui était cette dame, Simone de Beauvoir. Elle m'a expliqué que le droit de vote des femmes en France, c'était en 1944, je crois. Donc, moi, je suis née en 1946, donc c'était pas très longtemps avant que j'arrive. Et elle m'a beaucoup parlé de tout cela, mais comme ça, pour m'informer. Elle voulait que je sache ce que c'était. Et en montrant ce livre, c'est une manière de lui rendre hommage. Récemment, et après on va revenir à votre question, j'ai lu ce livre-là, dont une jeune femme m'a parlé et que j'ai trouvé intéressant. Donc là, Manon Garcia reprend plutôt le texte du deuxième sexe, et c'est très intéressant, son analyse est intéressante. C'est intéressant parce qu'il y a quand même un grand écart d'années entre les deux livres, et donc on en est toujours là. Alors, pour revenir plus précisément à votre question, comment vous dire, j'avais bien conscience, lorsque j'étais assez jeune, du rôle de la femme dans la société et de la difficulté que ça pouvait être. Par contre, j'étais très utopique à cette époque-là, parce que c'était lié aussi à des circonstances, comment dire, dans le monde, les choses n'allaient pas bien, mais il y avait une espèce d'élan, en même temps, une certaine utopie dans la jeunesse, et on pouvait croire que le monde allait mieux. Bon, je parle d'une manière très générale, et en tant que femme, je pensais que je verrais la fin de cela. Je dis bien que c'était une grande utopie. Néanmoins, avec un certain nombre d'autres femmes, en 1975, donc la même année, j'avais participé au Salon de la Jeune Peinture, qui était un salon plutôt engagé à cette époque-là. Et dans le comité, j'avais demandé à faire partie du comité dans lequel il n'y avait que des hommes.
et moi. Et j'avais demandé, parce que je faisais partie d'un groupe de femmes qui s'appelait Femmes en lutte, je crois, et nous avons eu une salle. Alors, je voudrais citer ces femmes. Il y avait Claude Antonini, Claude Boré-Allard, Charlotte Calmis, du groupe de La Spirale, Isabelle Champion-Métadier, Pascaline Cuvelier, Florence Julien, Kiki, Irène Laskin, Milvia Maglione, Marie-Annick Maupu-Duguin, Nicole Métayer, Françoise Noël, Raphaël Pia et moi. Et en fait, je vois qu'elle n'est pas citée, mais je suis quasiment sûre que Nili Alter avait travaillé avec nous, et c'est une erreur qu'elle ne soit pas citée, parce qu'il y a marqué « et d'autres », c'est une erreur. Donc je corrige l'erreur. Et donc, à ce moment-là, nous n'avons pas souhaité exposer nos propres œuvres, mais on avait fait tout un travail à partir d'un texte de l'UNESCO, parce que 1975 avait été décrété par l'UNESCO l'année de la femme. Et il y avait des choses dans le texte qui ne nous plaisaient pas. Donc je ne vais pas parler 3h30, parce que ici, il y a toutes les explications du texte et ce à quoi on s'opposait. Donc on avait évoqué ce texte, et puis ensuite, on avait parlé de la femme dans la publicité. Tout simplement, je m'étais promenée dans le métro ou partout dans les rues, j'ai pris des photos. C'était vraiment pas difficile pour dénoncer les slogans complètement débiles. Maintenant, les hommes vont aimer les femmes qui font la vaisselle. Voilà, c'est écrit là. Je n'invente pas. J'aimerais inventer, mais l'imagination pouvoir, c'est encore autre chose. Mais là, c'est pas l'imagination pouvoir, c'est l'imagination qui vous rend complètement crétin. Et le problème, c'est que précisément, on n'a pas envie d'être complètement crétin. Ensuite, le radar est de la femme, etc. Arthur Martin, enfin bon. Et puis, j'avais fait un reportage, j'avais photographié, parce qu'à ce moment-là, à Paris, il y avait beaucoup de... C'était l'éclosion du cinéma pornographique, et il y avait beaucoup de... Je ne sais pas si vous voyez là. Oh, pardon, excusez-moi. Vous voyez, des salles de cinéma. Et j'avais fait une liste des titres qui étaient quelque chose de... Enfin, il y avait tout, la michetonneuse, la vie sexuelle de la femme moderne, les excités, je ne sais pas quoi, enfin, bon. Alors, là aussi, on va toucher un sujet délicat, c'est qu'en fait, l'aliénation dont je parlais tout à l'heure, elle recouvre tous les aspects de la vie d'une femme et d'un homme, de la vie des human beings, comme on dit, enfin, de la vie des êtres humains, et que donc ça peut aussi, sur votre cerveau, agir par rapport à la sexualité. Donc, si on parle de pornographie et de choses comme ça, j'ai trouvé intéressant à cette époque qu'il y ait une sorte de libération par les images, etc. Il y avait un artiste assez intéressant, un cinéaste assez intéressant qui s'appelait Benazera, je crois, et qui avait fait des films érotiques engagés. Les deux paraissent bizarres, mais c'était le cas, des films noirs et blancs que je trouvais très bien. Et en fait, c'était aussi une manière, si on parle de la femme, que la femme soit d'une certaine manière aliénée, enfin aliénée ou utilisée plutôt comme objet qu'autre chose. Donc c'est là où en permanence on est dans ce paradoxe, milieu culturel d'un côté intéressant, mais genre sexiste, évolution de la société positive et intéressante, mais quand même la femme dans une position inconfortable, si je puis dire. Et dans le milieu culturel, j'avais aussi fait un travail à cette époque à propos d'un artiste que je considérais sexiste, qui est Allen Jones, et qui avait fait des meubles femmes, en tant que femme. Mais oui, vous connaissez? Ah, Pascal Lièvre, quand même. Alors, il faut faire votre éducation. Est-ce que ça se voit à l'image? Non, mais je veux qu'on le voie. Bon. Alors là, il s'agit d'un dessin
que j'ai fait en 1975, que j'ai appelé la femme panthère. J'expliquerai après qui est la femme panthère. Et les meubles sexistes, sexisme culturel d'Allen Jones. Tout ça est écrit dans le dessin. Donc, les images que l'on voit sont des copies, enfin que j'ai faites en dessin, de photographies et d'œuvres que j'avais vues à Londres, j'allais souvent à Londres à cette époque, de ces meubles d'Allen Jones. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre les meubles d'Allen Jones et les films porno qui passaient boulevard Sébastopol? Je ne sais pas. L'un était du culturel chic et l'autre était considéré comme du porno vulgaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement... Est-ce que ce n'est pas la même chose finalement? Je ne sais pas, je vous pose la question. Peut-être que vous pourrez répondre à ma place. En tous les cas, on est confronté en permanence à ce genre de choses. Alors, La Femme Panthère. La Femme Panthère, c'est aussi une série que j'ai faite dans ces années-là, où j'avais été assez frappée par les calendriers. Parce que, en fait, j'en voyais partout, non seulement dans la rue, mais chez les menuisiers, chez les boulangers. J'ai beaucoup travaillé avec des boulangers, des cuisiniers. Il y avait toujours de splendides calendriers avec des femmes nues dans tous les sens. Alors évidemment, j'ai absolument rien contre les femmes nues, ou les femmes autrement, enfin, qui s'exposent, mais c'était pour moi des femmes à consommer. Voilà, c'était une consommation. Donc j'ai fait un travail sur les femmes de calendrier. Et la femme panthère, c'était une femme avec une sorte de survêtement totalement en panthère qui était allongée sur un arbre. Donc j'ai cherché un arbre allongé parce que je voulais un vrai arbre. Alors j'ai posé parce que je me suis allongée comme elle, j'ai pris, comme on dit, la pose, ce qui me paraissait intéressant puisque la femme a beaucoup posé dans l'art, comme vous savez. Et je n'ai pas posé nue, ni avec un truc panthère parce que j'en avais pas, parce que c'était un lieu public. Donc je regardais que je n'ai pas osé poser nue, donc j'ai posé tel que j'étais avec un t-shirt et un petit bas qui est là sur l'image. Et après, sur le tirage photographique, j'ai redessiné la peau de panthère sur la femme. Aujourd'hui, vous voyez, je le porte en écharpe. Bon, petit clin d'œil. Et j'ai fait tout un travail comme ça sur des femmes de calendrier, de toutes sortes. Il y en avait qui étaient en SM avec des fouets, d'autres avec des bottes, d'autres en mariée, à moitié pute, à moitié mariée. Donc on était toujours dans l'image des femmes, qui est une image qui est sortie d'un cerveau masculin, je suppose. Enfin, il n'est pas sorti du mien, ni sorti de la plupart des femmes que je connaisse. Donc voilà, et j'ai posé parce qu'en fait, comme je voulais faire un travail sur ça, une critique de ça, je n'aime pas me mettre en avant, j'aime pas qu'on me fasse des photos de moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais j'ai pensé que, puisque c'était mon idée, que c'était le mieux que je fasse moi-même les photos, enfin que je pose moi-même. C'est pour ça que j'ai posé en fait. Ce travail a été montré à Paris, à la galerie de Claude Nory, qui était un photographe lui-même à l'époque, et c'était une galerie de photos. Et puis, ça avait été montré à Barcelone, à la Sala Vinson, qui était une petite galerie expérimentale, très intéressante. Et c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à votre question? Bien sûr que j'ai eu droit à toutes sortes de réflexions au cours de ma vie professionnelle. Difficile à dire, c'est pas très intéressant, mais je pense que à peu près toutes les femmes ont dû connaître ça, une sorte de demi-drague, et puis aussi pourquoi vous n'avez pas d'enfants. Un journaliste qui me demandait si j'arrivais à concilier ma vie professionnelle et ma vie de famille. Il ne savait rien sur moi. Alors cet abruti, je lui ai dit, mais vous connaissez ma vie? Il m'a dit, non, non. Je lui ai dit, j'ai pas d'enfant. Ah, il était très embêté. Je lui ai dit, mais savez-vous pourquoi je n'ai pas d'enfant? Il dit, non. Je lui ai dit, je ne peux pas avoir d'enfant. C'est comme ça.
Et évidemment, après, je lui ai dit, mais est-ce que vous poseriez cette question à un homme artiste? Ben non, évidemment. Donc ce genre de choses, ça m'est arrivé sous d'autres formes, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc en fait, être une femme ou être assignée en tant que femme, j'ai connu à peu près toute la gamme. Ce n'est pas intéressant de le décrire ici, mais oui, jusqu'à une période très, très récente même. Alors, je voudrais aussi dire que très jeune et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé avec des hommes, entre autres les artistes espagnols Miralda, Abascal, Chifra et d'autres, qui sont de la même époque que Mathilde Ferrer et Esther Ferrer, sa sœur, et nous étions tous amis, c'était toute une colonie espagnole qui était venue en France et entre autres à Paris, enfin, parce que c'était l'époque du franquisme en Espagne et que travailler là-bas était très difficile. Et j'ai aussi... j'ai été très bien, le mot serait même faux, je ne peux pas dire que j'étais bien accueillie par ces hommes-là, mais on a travaillé tout à fait normalement. La question ne s'est pas posée en fait. Et j'ai eu beaucoup de contacts très intéressants avec toutes sortes d'hommes artistes et des hommes, évidemment, dans le milieu artistique, tout, voilà. Je voudrais dire aussi que dans ces années-là, je me sentais engagée vis-à-vis de toute la... enfin, de ACT UP, et puis tous les gens homosexuels. Donc il y a eu beaucoup de manifestations dans Paris. Enfin, j'habitais à Paris, donc... Et voilà, donc j'ai participé à beaucoup de choses, et également... quand la librairie des femmes s'est ouverte, j'avais été à beaucoup de réunions de psychépo qui m'intéressaient beaucoup, et donc j'ai suivi tout ça de près. Donc aujourd'hui, je suis un peu moins au courant, mais le relais est pris et je suis pour. Ben, je pense déjà que ces chiffres parlent d'eux-mêmes, malheureusement. Et bon, c'est un constat bien triste, qui est valable aussi dans beaucoup d'autres professions, mais la nôtre est bien affectée par cela. En ce qui me concerne, les FRAC ne se sont absolument jamais intéressés à moi, sauf assez récemment, il y a, je ne sais pas, 5-6 ans. Le FRAC Limousin m'a acheté un ensemble d'œuvres qui s'est allé sur plusieurs années. Et ben, je peux citer Yannick Milou, qui en est le directeur, et voilà, qui était très sympathique. Et voilà. Sinon, mais sinon, voilà, ces pourcentages sont navrants. C'est des choses dont je me suis rendu compte depuis très longtemps et qui continuent. Donc, c'est pyramidal aussi, parce que il y a plein de galeries, il y a quelques galeries enfin, qui font un travail intéressant et où les femmes sont représentées quand même. Mais dans les centres d'art, dès que c'est un peu plus institutionnel, bon, ça s'est légèrement amélioré récemment, mais il y a très peu de femmes. Donc c'est un vrai problème. Qu'est-ce que je peux dire? Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes et que c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas tellement de parler de moi-même, mais je trouve navrant de constater toutes ces années ayant passé, parce que si je parle de mon âge, c'est parce qu'avec le temps, quelque chose s'accumule qui est vraiment très emmerdant, enfin, qui est fatigant, je dirais même. Et cette utopie que j'ai eu à une époque, elle s'est évanouie complètement. Donc je sais que moi, je ne verrai pas un changement radical, mais il y a quand même eu une évolution. Mais voilà. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Je voudrais citer, pour ne pas les oublier, Aline Dallier, qui, dans les années 70-80, s'est beaucoup intéressée aux femmes et à ce groupe de femmes dont je vous avais parlé avant, ainsi que Lucie Lippard, que j'avais rencontrée à Paris avec ce groupe de femmes dont je parlais aussi avant, qui avait l'esprit très ouvert, qui a l'esprit très ouvert, toujours là, et qui a fait des analyses intéressantes sur tout cela.
et qui par ailleurs a défendu toutes sortes d'œuvres et d'artistes très intéressants aussi. Je ne peux pas citer beaucoup d'autres personnes en fait, qui aient défendu les femmes, si on parle vraiment spécifiquement des femmes. Je voudrais aussi citer Iris Clerc, qui en 1974 avait fait une exposition qui s'appelait Grande femme, petit format. Et c'est une exposition qui n'a pas eu un grand succès. Il y avait presque une centaine de femmes qui exposaient. Et Iris Clerc est une femme galeriste très intéressante parce qu'elle a eu un parcours absolument exemplaire. J'admirais beaucoup son travail. J'ai découvert sa galerie, je me souviens, assez vite. Enfin, j'aimais beaucoup sa personnalité. Et j'ai trouvé très bien qu'à un moment donné, parce qu'elle avait un caractère bouillonnant et qu'elle dise qu'elle en avait marre, que les femmes ne soient pas assez montrées, etc. Donc elle a fait cette exposition et je pense que c'est bien de le souligner. À propos des femmes, je pourrais mentionner, parce que c'est quasiment d'actualité, Agnès Varda, qui cette année était en grand sur l'affiche du 72e Festival de Cannes. Mais je voudrais quand même dire que l'année dernière, elle était bien vivante, parce qu'Agnès Varda est décédée il y a quelques mois. Elle était sur les marches du palais de Cannes avec une centaine de femmes cinéastes dans toutes les professions, en disant que voilà, c'était une manière de dire que les femmes cinéastes et les femmes dans cette profession devaient s'imposer plus, que c'était pas facile. Enfin, je résume un peu mal, mais c'était ça. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est parce qu'elle est décédée qu'il y a eu cette grande affiche. Elle ne serait pas morte, il n'y aurait pas eu cette affiche. Donc, il vaut mieux mourir. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Eh bien, oui, évidemment. Je l'étais et je le suis et je le serai. Et je crois que ma réponse sera extrêmement brève parce que on ne peut absolument pas faire autrement en étant un être humain éclairé aujourd'hui. Donc, femme, homme, quels que soient les genres, on ne peut pas faire autrement que d'être féministe. C'est une obligation. Et c'est aussi pour là que je suis venue aujourd'hui. C'est aussi pour cette raison, pardon, que je suis là aujourd'hui. Pas pour répondre à cette dernière question qui clôt l'ensemble de vos questions, mais parce que c'est malheureusement une évidence. Oui. C'est une évidence et il y a beaucoup de travail à faire. Je voudrais mentionner l'article, puisque là on est dans l'actualité, un article qui est publié en ce moment, c'est le mois de juin maintenant, là. Un article écrit par Camille Pollan, qui est une jeune écrivain, enseignante, critique d'art, curateur aussi. Et elle a écrit un article qui est le résultat d'une sorte d'enquête. Le titre de l'article, c'est « Actualité de la vieille dame ». Et ça a été publié dans Art Press. Voilà, je vous montre. Voilà. Et malheureusement, c'est un article qui est très nécessaire, qu'elle a eu l'idée de faire, et c'était tout à fait touchant parce que lorsqu'elle m'a contactée il y a quelques mois, bafouillée un peu au bout du fil, au téléphone, enfin en me disant « Dorothée, je vais travailler un sujet, est-ce que ça ne vous ennuie pas que ?» Il s'agit des femmes âgées. Bon, j'ai sauté en l'air, j'ai dit « Bah oui, je suis une femme âgée, donc que faites-vous » Et elle m'a expliqué son propos, et effectivement, elle l'a très bien traité, c'est-à-dire que d'un côté, les femmes âgées oubliées, invisibles, un peu dans l'ombre, on ne sait pas où, tout d'un coup, elles peuvent éventuellement réapparaître. Tiens, elles ne sont pas encore mortes. Et puis, voilà, on peut tout à coup s'intéresser à elles. Enfin, moi, elle a écrit ça très, très bien. Par exemple, ici, vous voyez, il y a une photo de Alina Zaposnivkov. J'aimerais bien qu'on voit l'image. Qui est une très grande femme artiste que j'ai eu la chance de bien connaître. Je suis toujours très émue quand je parle d'elle parce qu'elle est décédée très jeune, dans les années 74, et elle est restée malheureusement dans
son œuvre qui existait est restée dans l'ombre pendant très longtemps, et là maintenant, depuis peu de temps, on parle de son œuvre. Voilà. Et oui, je pense que c'est un très bon article nécessaire, parce qu'effectivement, les femmes âgées sont toujours là, et elles ont un rôle. Alors j'ai passé du coq à l'âne, et l'autre jour dans un kiosque, j'ai vu une couverture du journal Elle. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, c'est un magazine pour les femmes, comme on dit. Et le titre, c'était « La sexualité des femmes de 40 à 50 ans ». Bon, j'ai quand même voulu voir ce qu'elle racontait. Et ça s'arrête à 50 ans. Donc après, de nouveau, on n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après? Rien. On n'a pas de vagin, on n'a pas d'orgasme, on n'a rien, on n'a pas d'amant, on n'a rien, quoi. On n'existe pas, c'est tabou. On est tabou tout le temps, là aussi. Alors évidemment, c'est l'exemple d'un journal. Ce qui est embêtant, c'est des journaux à grand tirage. Voilà. Donc je vous conseille surtout de lire le Hard Press qui est là. Mais si ça ne vous ennuie pas, je voudrais, ces sujets étant sérieux, je voudrais finir sur un sujet non moins sérieux, parce que vous savez, dans mon travail, je me suis beaucoup intéressée à l'art éphémère, à l'art d'objets populaires, à l'art de rituels qu'on fait pour la vie, pour la mort, pour la fête des morts au Mexique, par exemple. Je me suis beaucoup intéressée à ces choses éphémères qui, pour moi, ont une grande importance. Et j'ai beaucoup travaillé sur ça. Et je voudrais vous lire un petit texte que j'ai écrit en 1990. À propos du bonheur, des sculptures éphémères, quelquefois comestibles et autres fugacités. Il existe sans doute des bonheurs différents, éprouvés, donnés et partagés dans les diverses disciplines de l'art. L'art d'écrire, l'art de peindre, de sculpter, de dessiner, l'art de composer, l'art de filmer ou de fixer des images, l'art de rêver. Dans l'art des choses éphémères, touchées, humées et goûtées par le public, le bonheur réside dans le fait d'offrir un instant insolite, unique, de partager, peut-être, un moment de bonheur. Prétendre offrir du bonheur est sans doute simple, utopique. Peut-être est-ce l'improbable qui court après l'impossible. Mais l'instant est de courte durée, le risque moindre. Seule la mémoire reste. Dans les démarches apparemment fragiles des sculpteurs de sable, de glace ou d'herbe, de ces étranges poètes dans l'ombre ou la lumière et sous toutes les latitudes, l'idée seule du bonheur, au-delà de sa durée, me semble être le secret le plus solide.